On avait fait que des vidéos problématiques il y a quelques jours. On avait fait que des King et tanépéistes, que des trucs de fou furieux. Ce soir, il y a encore des problèmes. Mais... Non, j'allais dire moi, mais il y a toujours autant de problèmes en vrai. Hein. Donc, hop. Cette théorie sur Luffy et Barbe Noire remet en cause tout ce que vous pensez savoir sur One Piece. Ok. Bon, bah écoutez, hâte de découvrir une théorie qui va remettre en doute tout ce que je pense. C'est parti. Luffy est un dieu. Si cette déclaration pouvait, il y a quelques années... Luffy est un dieu. Si cette déclaration pouvait, il y a quelques années, provoquer une hilarité générale, elle est aujourd'hui bien réelle. Oui, c'est vrai, effectivement. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, quand je parlais de puissance divine et de technique divine, on me disait mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça effectivement, à la fin, il y a Luffy qui t'a sorti un truc carrément Nika, Dieu Soleil, tout le monde qui chut, tout le monde se tait. Chut. Il y a Eiichiro Oda qui te parle de Dieu Soleil, de guerrier, de Joy Boy, des trucs de zinzin, des trucs qui viennent de l'espace. C'était chut. Il y a personne qui voulait parler, hein. Personne voulait reparler des dingueries que vous avez dit. Bizarre. Luffy est un dieu, plus précisément, il est l'incarnation. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'était évident. Effectivement, c'est vrai que c'était évident, donc forcément, pourquoi est-ce que je perds mon temps à en parler? Une divinité solaire répondant au nom de Nika, le guerrier libérateur. Cette grande révélation a plongé One Piece dans une dimension totalement différente. Effectivement, voilà, exactement, ce que j'avais annoncé, une dimension totalement différente. Après, Kaido, qui représente du coup tout ce qui est animal ou tout ce qui est mythologique. Et ben on allait entrer dans quelque chose d'autre, avec la mise en avant de tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est divin, tout ce qui est acquis des rois. Effectivement, on y est, et c'est magnifique. Et n'a fait que conforter le... D'ailleurs, on atteint le climax, hein, avec notamment Saturne. Saturne en forme de démon, truc de fou furieux, il y a tout le monde qui pète un câble. D'ailleurs, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de Saturne, je sais pas pourquoi. Alors que, mine de rien, c'est quelque chose. Hein. Il fait vraiment passer Kizaru pour la dernière des merdes, et ça c'est formidable. De fin, ouais, Goji depuis peu. Pourtant, si l'introduction de Nika dans l'histoire a eu un tel impact, nous ne savons toujours que très peu de choses sur cette entité aux origines bien mystérieuses. Cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder... Et on rappelle que c'est le raciste Uzu qui nous avait parlé un petit peu de tout ce qui est Nika et tout. Hein. Ce gros raciste là qui avait dit à Jinbe tu bouges bien hein, pour un homme poisson. Quel malade ce Uzu. Particulière, et je la considère même comme ma plus grosse théorie, que ce soit au niveau de la durée mais aussi dans son contenu. Dans celle-ci, vous découvrirez tout de Nika, toutes mes théories à son sujet, mais aussi au sujet de Luffy et Joy Boy. C'est pour cette raison que la vidéo sera divisée en 3 parties distinctes. La première concerne Nika, un grand récapitulatif des origines et de l'histoire de Nika, son rôle mais aussi les références utilisées par Oda dans son écriture. La deuxième nous plonge vraiment au cœur de la théorie, le lien qui unit Joy Boy à Nika, la place centrale que tiennent les histoires fictives au sein de One Piece et la création du fruit du démon, du dieu soleil. La troisième et dernière partie révélera quant à elle un véritable cataclysme. Le tragique destin qui attend le Gomu Gomu no Mi, l'importance de Barbe Noire et comment Luffy devra vaincre le roi des ténèbres sans ses pouvoirs et par la seule volonté qui l'anime. Le point fort de cette vidéo est que je l'ai écrite et conçue pour que vous puissiez regarder individuellement chacune de ces parties en les comprenant parfaitement malgré le lien qu'elles ont entre elles. Alors n'hésitez pas. Il a appelé Barbe Noire le roi des ténèbres. Alors que c'est vrai que ce qui est fou, c'est que il a mangé le fruit des ténèbres et Rayleigh est le seigneur des ténèbres, donc le roi des ténèbres. Donc c'est vrai qu'en fait pour Barbe Noire, il faudrait trouver quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus mystique, plus, j'ai envie de dire plus puissant, bon même si de base faire plus puissant qu'un roi des ténèbres c'est une dinguerie. Mais bon. N'hésitez pas et naviguez comme bon vous semble entre les parties. La seule chose que je vous demande est évidemment de liker cette vidéo pour le lourd travail qu'il y a derrière. Et aussi et surtout, abonnez-vous. L'objectif de ce mois-ci est d'atteindre ou au moins de se rapprocher du cap des 400 000 abonnés avant 2024. C'est notre résolution de fin d'année. Alors allez. Oui frérot, j'ai vu l'épisode. Bien sûr que j'ai vu l'épisode. J'ai vu Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Justement, bon, je voulais en parler avec la Cross Guild. Mais bon, je vais pas attendre plusieurs jours pour en parler. C'est vrai que épisode de malade. Moi, honnêtement, le seul truc voilà, quand je vois la scène, quand je vois l'épisode, quand je vois Rayleigh sortir un Ki des rois de zinzin, faire comprendre à Barbe Noire que ça peut être chaud, je me dis, mais pourtant, tout était dans le manga. Comment est-ce qu'on a pu vouloir
nous faire croire que Kizaru, cette sale fraude, cette sale merde, comment est-ce qu'on a voulu nous faire croire que ce mec-là pouvait battre Rayleigh? Pourtant, on a prévenu, hein. On a dit le Rayleigh de l'archipel et le Rayleigh énervé quand on touche à Bangkok, c'est pas la même, c'est pas pareil. Et effectivement, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a dégainé son épée, il a dégainé un Ki des rois de zinzin et Barbe Noire, il a compris. Barbe Noire l'a dit, oula, lui, c'est quelqu'un. Eh oui les mecs, si Garp dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, c'est pas pour rien quand même, c'est pas pour rien. On a si Kizaru avec nous, mais on peut pas gérer Barbe Blanche et Kizaru. Mais c'est complètement stupide, c'est bête enfin. N'importe qui, même un enfant, pourrait comprendre ça. On a si Kizaru plus un mec plus fort que Shanks, donc Mihawk, mais on peut pas gérer Barbe Blanche et un Kizaru. C'est stupide. Rayleigh détruit Kizaru, lui chie dessus. Oui, le mec il a pas combattu depuis 20 ans. Kizaru, il arrive même pas à le toucher. Ah oui les mecs, s'il vous plaît. Pouvoir de l'élite, ça Ki des rois. Kizaru c'est quoi? Kizaru c'est quoi? Il a juste un froc plein là actuellement sur Egghead. Il a rien Kizaru. Kizaru c'est une fraude qui ne fait aucun dégât. Rayleigh c'est le roi des ténèbres. Second du roi des pirates. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Bombardez et rejoignez l'équipage. Rayleigh tu le fous sur la ruche. Mais coup d'Aki des rois direct, il couche tout le monde les mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Tu le fous sur la ruche. Il doit récupérer Hancock sur la ruche. Aki des rois direct. Eh ouais les mecs. Merci à tous les bros, à présent nous allons pouvoir découvrir le grand secret entourant l'épopée de Nika, le guerrier libérateur et Dieu Soleil. La toute première mention il est là le raciste. officielle du Dieu Soleil Nika a été faite dans le chapitre 1018 par Uzu qui affrontait Jinbei. L'ironie de la chose est que le chapitre d'avant, le 1017, ce même Uzu nous révélait qu'il fut emprisonné après avoir failli à sa mission qui était de ramener un fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, au gouvernement mondial. Oda a donc tout de suite établi un lien. Ce Mugiwara avait mangé le Gomu Gomu no Mi qui avait été dérobé de ce navire. Quel fou furieux Shanks, hein. Shanks, ce voleur, il est parti, il a volé le fruit normal. Quel goat, hein. Rien à foutre. Apparemment, il existe un symbole auquel les esclaves se rattachent. Un subtil entre Nika et Luffy par la mention du dieu. Franchement, les mecs, s'il vous plaît. Luffy, actuellement, il représente le guerrier libérateur. Le mec qui libère des peuples. C'est Kizaru qui va l'empêcher de libérer des peuples. C'est Kizaru qui va le stopper. Mais non, une pas deux les mecs, une pas deux. Dieu Soleil et le Gomu Gomu no Mi à un seul chapitre d'intervalle et il n'aura fallu attendre que quelques mois pour que ce lien se confirme véritablement dans le chapitre 1044. Maintenant que Luffy incarne une deuxième entité, je pense que pour bien comprendre le futur de son histoire et donc celle de One Piece, il faut réussir à déchiffrer l'histoire et la symbolique de Nika. Alors à la question qui est Nika, on peut y répondre qu'il est une entité légendaire datant d'une période lointaine, qu'il incarne une figure héroïque et surtout divine, pleine d'espoir, intimement ancrée dans l'histoire de l'esclavagisme du monde de One Piece. Et même dans ces mots que je viens de prononcer, on peut y apporter plusieurs précisions particulièrement importantes. Si Nika tire ses origines des temps anciens, rien ne nous indique avec précision quand sa légende remonte vraiment. Alors oui, il semblait exister il y a de ça plus de 800 ans, pendant la période du siècle oublié, à en juger les paroles de Zunesha ayant perçu les tambours de la libération lorsque Luffy a revêtu la forme du dieu solaire. Mais Vegapunk a également apporté une précision sur Nika et sur son nom qui a été rayé de l'histoire. Il n'est fait mention de lui que dans les écrits antiques. Plus encore et toujours en se basant sur ses écrits, Vegapunk dit que Nika... Ah, c'est le combat contre l'infâme Rob Lucci. Oui, c'est bien lui le guerrier libérateur. Comment il se fout de sa gueule, Luffy, c'est une dinguerie. T'as le pauvre Lucci. Moi, ce qui me termine avec Lucci, c'est que quand il a fait un point avec Luffy, dans sa tête, il s'est dit, c'est sûr, j'ai mes chances. C'est ça qui est terrible avec lui. Il s'est dit, c'est sûr, je peux gagner, je peux faire des moves. Tu ne passes pas zéro, enfin. Libérateur, tant que les gens auront besoin de lui, jamais il ne disparaîtra. Si vous n'avez pas compris le sens caché derrière cette phrase du scientifique, il explique tout simplement que Nika faisait partie de la mythologie de One Piece à l'époque du siècle oublié et plus loin encore. Nika était déjà un dieu, Nika était déjà prié et Nika venait déjà en aide aux gens. Il y a donc de grandes chances qu'il soit vieux non pas de plusieurs centaines d'années mais plusieurs milliers. Pour en venir au second point de la figure héroïque et divine incarnée par Nika jusqu'à encore très récemment dans le flashback de Kuma, il est décrit comme un être libérateur et même miraculeux. Ce n'est qu'en le priant qu'il n'apparaîtra car ce n'est que quand les gens sont dans le besoin que son existence a du sens. On dit de Nika qu'il donne le sourire aux gens, qu'il libère des tourments. Cette entité n'a de raison d'apparaître et de vivre que dans les pires moments du monde et de l'humanité et ça c'est très important à prendre en compte pour le reste de cette théorie, ne l'oubliez pas. Et pour finir, il est totalement relié aux prisonniers et aux esclaves, à l'image de l'être vivant asservi et en captivité, opprimé et dépendant. C'est concrètement le sujet principal de One Piece, c'est le mal ultime qui doit être guéri et qui ne l'a toujours pas été. Dans les dizaines de pays que Luffy a visités, il n'est jamais reparti sans avoir délivré le peuple de ses démons, et il a toujours agi comme le libérateur
et briseur de chaînes. Sauf sur Sabaody, là où furent introduits les dragons célestes et leurs esclaves enchaînés. C'était la première apparition de vrais esclaves entravés et réduits à l'état d'objets et dont la moindre once d'humanité fut annihilée par la cruauté des dragons célestes. C'est dans cet arc que les Mugiwara ont perdu pour la première fois, ne parvenant à libérer l'île et le mal qui l'a rongé. Mais c'est aussi dans cet arc qu'ils ont été opposés pour la première fois aux Tenryubito, à leur suprématie. Tout à fait. Et tout ça, c'est à cause de qui? Eh ben, c'est à cause de l'horrible Pizarro, hein. Vous voyez, quand on chie sur l'infâme Pizarro, c'est pas pour rien. Qui est venu les protéger? C'est qui? Eh ben, c'est Kizaru. Il est venu et il était content de venir. Vous voyez ça le pire? Il est venu et il s'est dit... Je vais tous les exterminer et heureusement qu'Avéra est vieux. Politique et militaire absolu et dont le thème de l'esclavage ne cessera de leur être intimement relié à partir de ce moment précis. Maintenant que Luffy, notre héros, incarne officiellement à travers Nika le symbole de la libération des esclaves, il ne fait aucun doute que l'ultime combat qu'il devra mener sera de délivrer le monde de ce fléau précis. Il devra délivrer le monde, mais bon, le problème c'est que pour délivrer le monde, il va devoir affronter quelqu'un de surpuissant. Et vous pouvez être sûr et certain qu'on ne parle pas d'Akainu. On ne parle pas de ce bonhomme-là, de cet infâme, de ce vil personnage, mais qu'on parle d'êtres bien supérieurs. On parle de gens qui peuvent le terrasser, mais bon, malheureusement, les gens ne sont pas prêts et les gens s'en rendront compte quand ce dernier se fera chier dessus. Hein. De toute façon, malheureusement, les gens ne comprennent qu'à la toute fin. Vous voyez, au tout dernier moment, quand le dit personnage se fait exterminer, et c'est à ce moment-là que les gens comprennent. Hein. Incite parfaitement avec l'idée que le gouvernement mondial représente l'ennemi définitif qu'il devra vaincre et qui sont à l'origine de l'esclavagisme. Avec cette réflexion, la réponse à la question « Qui est Nika ?» est sans nul doute que Nika est l'ennemi du gouvernement mondial, tout simplement. Mais Nika est aussi un farceur. C'est ce qui saute tout de suite aux yeux en le voyant. C'est un pitre qui est très loin de l'image que l'on peut avoir d'une telle divinité. Pourtant, tout l'humour qu'il dégage fait partie intégrante de sa personnalité et de sa légende. Que ce soit Uzu, le Gorosei ou même Vegapunk, chaque fois que Nika est décrit dans l'histoire, les mêmes termes reviennent. Ses facettis donnent le sourire à tous. C'est un guerrier qui fait rire et libère des tourments. C'est un mec qui fait le clown, hein, mais bon, comme l'a dit Kaido, au bout d'un moment, tu peux faire le clown. Hein. Si t'as pas assez de puissance pour me battre, je vais te chier dessus. Vous pouvez vérifier au chapitre 1046 de mémoire. Il a dit je vais te chier dessus si tu fais encore le clown. Et effectivement, à la toute fin, il a pas rigolé le film. C'est ça qui est fou. Bat selon sa fantaisie tout en donnant le sourire aux gens. Ces déclarations contribuent à comprendre tout l'aspect extravagant et fantasque derrière le Gear 5 de Luffy qui n'a fait qu'accentuer ce côté déjà prononcé chez ce dernier. Ce n'est pas pour autant une entité pacifique puisque Nika, derrière toutes ses pitreries... Mais il a raison, c'est ce qu'on retrouve souvent, hein. Contre Doflamingo... Contre Crocodile à l'époque, quand il faisait le clown à un moment, quand il a voulu le bouffer, là. Quand il a mordu Crocodile, il a bouffé la partie supérieure du corps. Bon, à la toute fin, quand il a battu Crocodile, il a pas rigolé Luffy, parce que en vrai, c'est toujours comme ça. C'est juste que le Gear 5, c'est vrai, accentué, mais ouais. C'est vrai qu'il a toujours été comme ça, au début, il rigole quand même pas mal. Représenté comme un guerrier, que ce soit dans son titre. Il fait de la PlayStation, voilà, exactement, Platinum. Très belle phrase, exactement. Il fait la PlayStation, et comme l'a dit Kaido, voilà, tu peux faire ta PlayStation, mais si t'as pas assez de puissance, tu vas perdre. Voilà pourquoi il a sorti le Bajrangun. Et oh, comme c'est bizarre, il a pas rigolé au moment de sortir le Bajrangun, ce qui est totalement normal. De guerrier libérateur ou dans sa représentation visuelle. La liberté ne peut s'obtenir sans guerre, c'est un triste message qu'Oda tente de passer. Voilà, exactement. Exactement, il a tout dit. La liberté. Visuelle. La liberté ne peut s'obtenir sans guerre, c'est un Voilà, on peut pas atteindre la liberté sans mettre de grosses patates. Et c'est exactement ce que Luffy expérimente depuis le début de sa carrière de pirate. Hein. On se rappelle au début, il avait dit moi la puissance, ça m'intéresse pas, sauf si c'est pour protéger. Voilà, on est passé de ça. Character development. Maintenant, c'est je dois fumer tous les Yonko pour devenir le roi des pirates. C'est ça quand tu évolues, quand tu comprends la vie. D'ailleurs, on peut remercier l'infâme Pizarro qui lui a fait comprendre ça. Hein. On peut au moins lui trouver un petit point positif à cette gigantesque fraude. De passer à travers Nika, mais aussi à travers Dragon, qui transformera l'armée de la libération, sa première armée pacifique, en armée révolutionnaire qui deviendra belliqueuse. Malgré tout, et comme je le disais, le titre militaire accordé à Nika est largement dilué et allégé par la cause qu'il défend, celle des opprimés, et par le symbole qu'il dégage, à savoir celle d'une entité joyeuse et folklorique. Mais
Finalement, que dit l'histoire de Nika? Existe-t-il seulement depuis le chapitre 1018, chapitre de sa première mention officielle? Eh bien, si on peut légitimement se poser cette question, puisque son nom n'a jamais été mentionné avant ce moment précis, cela ne prouve pas pour autant qu'il n'existait pas et qu'il n'était pas destiné à apparaître. Au contraire, Nika est bien décrit comme une entité qui fut effacée de l'histoire. Son existence se doit d'être aussi mystérieuse que l'est l'Ancien Royaume. Arrête de faire chier, Parp. On n'est pas là pour ça. Ne lance pas de débat. Dragon est trop une fraude comme son père. Arrête, Parp.